Mais bon. Voilà, on a réglé grâce à qui, d'après vous, on a réglé ce problème technique? Docteur Boudelefa. Docteur Boudrifa, qui est la meilleure maître assistante de cardiologie d'Algérie, comme vous le savez. J'espère que vous le savez. Oui ou non? Bon, allô? Oui. Oui. Est-ce que vous avez tous le document que j'ai partagé? Oui. Voilà, le document. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des thromboses veineuses et embolies pulmonaires. Donc, deux parties. Dans ce cours, il y a deux parties. Il y a la partie thrombose veineuse et il y a la partie embolie pulmonaire. OK? Alors, donc les thromboses veineuses, donc qu'est-ce qu'on a comme objectif? Oui? Vous m'entendez? Donc, après ce cours, il faudra les objectifs, ce que vous devez atteindre comme objectif. On va commencer par parler des thromboses veineuses. Hein. D'abord, profondes des membres inférieurs et ensuite, on parlera d'embolie pulmonaire. Alors, la première chose, le premier objectif, c'est de connaître les facteurs qui prédisposent à la thrombose veineuse profonde. Deuxième objectif, c'est qu'il faut que, à l'issue de ce cours, vous sachiez faire le diagnostic clinique et demander les examens complémentaires. Et puis, un autre objectif, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut demander un avis spécialisé. Et enfin, il faudra connaître les traitements. Il faudra savoir comment traiter de façon à votre niveau une thrombose veineuse. OK? Alors, pourquoi on fait? D'abord, il faut un petit rappel physiologique. Vous savez que sur le plan anatomique, il y a deux types. Il y a deux types il y a le réseau veineux profond et le réseau veineux superficiel. Alors, quand on parle de thrombose veineuse, on dit, il faut toujours préciser thrombose veineuse profonde ou alors thrombose veineuse superficielle. Mais ici, dans ce cours, on parlera essentiellement des thromboses veineuses profondes parce que ce sont celles-là qui peuvent se compliquer d'embolie pulmonaire. Voilà, donc il existe des thromboses veineuses superficielles, mais c'est une autre pathologie. C'est une autre pathologie et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les thromboses veineuses superficielles entraînent exceptionnellement une embolie pulmonaire. Donc, c'est pas le propos, c'est pas le sujet de notre cours. Donc, on va essentiellement parler des thromboses veineuses profondes. Alors, pourquoi on fait une thrombose veineuse profonde? Eh bien, vous savez que le sang c'est un fluide. Et tout fluide, si on le laisse, s'il est immobile, il finit par précipiter. C'est-à-dire que toute stase, quelle que soit la nature du liquide, une stase entraîne un dépôt. Donc le sang, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a une stase sanguine, il y a un risque de voir se constituer la formation d'un thrombus. Et ce thrombus, vous voyez sur le schéma qui est sous vos yeux, le thrombus, il se forme essentiellement au niveau des valvules, parce que les axes veineux comportent des valvules. Donc, il y a des valvules, et à ce moment-là, vous voyez ces valvules servent à quoi? Elles servent justement à empêcher le sang de revenir vers l'arrière. Et donc, comment on appelle ça? Les thrombus ont tendance à s'organiser derrière ces valvules. Et ensuite, une fois que le thrombus est constitué, son évolution naturelle, c'est de s'étendre. Un thrombus, quel qu'il soit, quelle que soit la région où il se développe, l'évolution naturelle d'un thrombus, c'est de s'étendre. Il va s'étendre. Et à mesure qu'il s'étend, les parties les plus récentes de cette extension sont fragiles. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une partie du thrombus peut se détacher, ou alors la totalité du thrombus. Vous voyez? Donc, vous pouvez avoir une partie où la totalité du thrombus peut migrer, et lorsqu'elle va migrer, elle va entraîner ce qu'on appelle, elle va entraîner une embolie pulmonaire. Donc, la gravité de la thrombose veineuse profonde, c'est quoi? C'est sa complication. Il y a une complication essentielle qui met en jeu le pronostic vital, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, vous voyez bien que sur le plan de la pathogénie, il y a 3 facteurs qui vont intervenir. C'est une modification de la coagulation, soit en faveur de l'hypercoagulabilité, soit en faveur de l'hypocoagulabilité. C'est pour ça qu'il y a un équilibre constant
au niveau du sang entre les facteurs procoagulants et les facteurs anticoagulants. À chaque fois que cette rupture, que cet équilibre est rompu, vous allez avoir soit une thrombose, soit une hémorragie. Donc, premier facteur, c'est modification des facteurs de la coagulation. Ou bien alors une stase, c'est très important, c'est l'élément fondamental. À chaque fois qu'il y a une stase, vous pouvez avoir un thrombus. Et puis, vous avez aussi une réactivité thrombolytique insuffisante au niveau de la zone qui thrombose. Vous savez qu'il y a un équilibre entre, quand il y a un thrombus, il y a automatiquement des phénomènes de lyse de ce thrombus, des phénomènes physiologiques de lyse. Lorsqu'il y a également une rupture de cet équilibre, vous pouvez avoir également ça favorise également la formation de thrombus. Alors, voilà, ça c'est sur le plan éthiopathogénique. Maintenant, sur le plan donc, quelles sont les conditions qui vont favoriser la constitution d'une thrombose. Eh bien, vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs. C'est trois types. On distingue. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous avez, sur le plan étiologique, vous allez avoir plusieurs étiologies. Vous avez des états pathologiques aigus. Vous avez des états pathologiques chroniques. Donc, pour ce qui est des états pathologiques aigus, vous pouvez avoir des traumatismes, vous pouvez avoir des brûlures, des infections, tout ce qui... Mais il faut bien retenir, c'est que ces facteurs pathogéniques sont intriqués. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui a une infection, en général, il va être alité. Donc, qui dit alitement dit stase sanguine. D'accord? Donc, ce sont des facteurs qui se potentialisent. Ces facteurs éthiopathogéniques vont se potentialiser. Et le fait d'avoir, évidemment, plusieurs facteurs éthiopathogéniques, le risque de voir se constituer une thrombose veineuse va augmenter. Et puis, vous avez des états pathologiques d'évolution prolongée. Les cancers, alors j'insiste, c'est très important, puisque les cancers sont devenus maintenant une circonstance très favorisante de constitution de thrombose. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une thrombose, d'avoir un cancer, ça modifie les facteurs de la coagulation. Il y a également l'effet des médicaments. Parmi les médicaments qu'on administre pour les cancers, certains favorisent la formation de thrombose. Et puis, vous avez, en général, quand les cancéreux font des cures ou sont opérés pour leur cancer, font des cures de chimiothérapie, ils sont en général alités. Et donc, vous avez la conjonction des facteurs éthiopathogéniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'alitement et les modifications des conditions sanguines, des facteurs de la coagulation. Donc les cancers sont devenus une étiologie très importante parce qu'auparavant on voyait pas tout ça parce que les cancers décédaient rapidement de leur cancer, mais maintenant, puisque les progrès en cancérologie sont très importants, donc les cancéreux meurent souvent de complications thromboemboliques. Donc ça, il faut que vous le sachiez et que vous le reteniez. Il y a les cardiopathies, évidemment. Vous savez que dans l'insuffisance cardiaque, il y a une diminution de la vitesse de circulation du sang. Donc, puisque la fraction d'éjection va diminuer, donc ça va entraîner une diminution de la vitesse de circulation du sang. Donc, en plus de l'alitement éventuel, donc tout ça, ce sont Et puis, vous avez également un certain nombre d'états pathologiques qui sont d'évolution prolongée, sont les maladies de système, le lupus érythémateux, la maladie de B7. Dans la maladie de B7, la fréquence des thromboses veineuses est tellement importante que la présence de thrombose veineuse fait partie des critères diagnostiques de la maladie. Donc, c'est tellement fréquent que vous pouvez avoir ça fait partie des critères diagnostiques. Vous savez que souvent, dans les maladies de système, ce sont des faisceaux d'arguments. Ce sont des faisceaux d'arguments cliniques, biologiques qui font porter le diagnostic. Donc, toutes ces affections constituent, sont des étiologies des thromboses veineuses. Vous avez également ce qu'on appelle les thromboses chirurgicales. C'est très important. Pourquoi? Parce que le chirurgien, en opérant, peut léser des parois vasculaires, peut léser des parois veineuses, en plus de l'alitement. Et donc, vous avez un risque de thrombose veineuse très important, très important.
et en particulier pour un certain nombre de chirurgies, c'est la chirurgie de la hanche, les prothèses de hanche, les fractures du col, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a le traumatisme chirurgical et il y a l'alitement qui va avec. Et puis, vous avez également la chirurgie du bassin chez la femme, les interventions sur l'ovaire, sur les utérus sont des conditions très favorisantes qui favorisent la construction de thrombose veineuse. Alors, vous avez donc une autre condition très particulière qui est la grossesse et le postpartum. Donc, lorsque au 3e trimestre de la grossesse, l'utérus gravide va gêner le retour veineux et donc il y a un risque plus important de voir se constituer une thrombose veineuse. Et puis, lors de l'accouchement, il y a une hémorragie de la délivrance. Que fait l'organisme? Il va libérer des substances qui vont essayer procoagulantes pour arrêter l'hémorragie à la délivrance, mais parfois, il y a un excès de facteurs procoagulants et vous avez la rupture de cet équilibre entre les facteurs procoagulants et anticoagulants. Et en plus, auparavant, les femmes qui accouchaient, on leur dit de se reposer, elles étaient alitées. Et donc, il y a des conditions très favorables dans le postpartum pour la construction de thrombose veineuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on préconise maintenant chez les femmes qui viennent d'accoucher le lever précoce. C'est pour ça qu'on leur dit, allez, hop, il faut se lever pour éviter justement que la stase ne se surajoute aux modifications hématologiques. Voilà. Alors, il y a d'autres conditions, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Vous avez également des anomalies biologiques qui sont constitutionnelles ou acquises. Alors, ce sont, par exemple, des déficits en protéines S ou des déficits en protéines de la coagulation, protéines S, protéines C. Là, vous avez des résistances à la protéine C activée qui souvent induites par une mutation génétique. Donc, vous avez un certain nombre d'anomalies biologiques. Mais voyez que, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir donc les grandes situations qui sont à l'origine de thrombose veineuse, mais sans oublier qu'il y a un facteur toujours constant, pratiquement constant, c'est la stase. Après, vous avez des causes fréquentes et vous avez des causes qui sont plus rares. Mais on en parlera tout à l'heure dans le bilan qu'il faudra faire lors d'une thrombose veineuse. Alors, maintenant, sur le plan clinique, la thrombose veineuse, c'est quoi? C'est une inflammation. On peut considérer que la thrombose veineuse, c'est une inflammation de la paroi veineuse. Donc, on va trouver quoi? À l'examen clinique, on va retrouver des signes locaux d'inflammation. Ces signes locaux ne sont pas spécifiques. Qu'est-ce que c'est? C'est la rougeur, la chaleur, la douleur et l'œdème. Donc, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « Docteur, j'ai tout d'un coup, je constate que ma jambe est chaude, elle est rouge, j'ai mal à la jambe. » Donc, dès que vous avez ces signes, chaleur, douleur, rougeur, œdème, vous n'allez pas penser à la thrombose veineuse, mais vous allez y penser quand? Lorsqu'il y a un contexte évocateur. Si c'est une dame qui vient d'accoucher, elle vous dit, voilà, j'ai accouché il y a une semaine, tout s'est très bien passé, mais là, je constate que ma jambe ben, hop, comme vous avez assisté à ce cours, vous allez dire, tiens, il y a un contexte favorisant de thrombose veineuse et il y a des signes locaux. Donc, le diagnostic est pratiquement fait. Un autre exemple très fréquent, quelqu'un qui a un plâtre, quelqu'un qui a une fracture du fémur, une fracture du tibia, du péroné, etc. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met une botte, on lui fait un plâtre. Une semaine après le plâtre, 80% des gens qui sont immobilisés en orthopédie développent une thrombose veineuse. Donc, dès que vous enlevez le plâtre, si vous trouvez un membre rouge, un membre chaud, un membre œdémacié, ne vous posez pas de questions. C'est une thrombose veineuse. C'est une thrombose veineuse. Pourquoi? Parce que le membre a été immobilisé. S'il a été immobilisé, ça veut dire qu'il a été la condition, c'est une condition idéale pour faire une thrombose veineuse. Donc, voyez que ce diagnostic, c'est quoi? Le diagnostic de thrombose veineuse, il est fait pour les bons médecins. Les bons médecins, c'est quoi? C'est quelqu'un qui interroge son malade, qui l'interroge bien, qui voit son histoire de la maladie, qui l'examine, parce qu'il va voir la chaleur, la douleur, parce que ces signes locaux, parfois ils sont très évidents, parfois ils sont peu nets, ils sont pas nets. Si vous avez quelqu'un qui pèse 120 kilos, c'est très difficile de voir un œdème.
D'accord? Mais c'est là où on fait la différence entre un bon médecin et un médecin qui est moyen. Le bon médecin, il va bien interroger, il va retrouver quelqu'un qui a un cancer. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un est suivi pour il fait des cures de chimiothérapie, etc. Puis tout d'un coup, il vient vous voir, il vous dit, mais docteur, j'ai mal, tout d'un coup, j'ai ma jambe qui augmente j'ai une jambe plus grosse que l'autre. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Vous l'interrogez, vous dites comment vous faites de la chimiothérapie, vous êtes souvent fatigué, vous êtes alité, ça. Il vous dit oui, bien sûr. À ce moment-là, ça y est, le diagnostic, il est fait. C'est un patient qui est suivi pour une néoplasie, il a une anomalie au niveau de ses jambes, soit une rougeur, soit simplement un œdème, etc. Il faut penser à la thrombose veineuse. Voilà, donc ça, c'est un très bon, le diagnostic de thrombose veineuse est un challenge. C'est bien, il faut bien connaître sa médecine, il faut bien examiner son malade et à ce moment-là. Bon, vous savez, une fois que vous avez pensé à ça, avant, il y a 50 ans, on disait, ah, vous avez une thrombose veineuse et puis on traitait, puis voilà. Maintenant, non. La médecine, il faut qu'elle soit fondée sur des preuves, il faut qu'on prouve le diagnostic. Dès que vous pensez à la thrombose veineuse, il faut demander un examen complémentaire pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic de thrombose veineuse a été transformé par un examen simple, un examen extraordinaire qu'on appelle l'écho-Doppler vasculaire. L'écho-Doppler vasculaire, c'est un examen simple qui n'est pas traumatisant, qui est très facile à faire et qui vous apporte la preuve de votre diagnostic clinique dans 90% des cas. Dans 90% des cas, vous faites un écho-Doppler et vous avez le diagnostic. Donc, c'est très facile. Le seul inconvénient de l'écho-Doppler, c'est que c'est un examen qui est opérateur dépendant. C'est-à-dire, si c'est moi qui fais l'examen, 100%, je fais le diagnostic dans 100%. Si c'est le docteur Boudrifa, c'est dans 80% des cas. Si c'est un autre médecin, je ne vais pas citer les noms, c'est 50, 40, 30%. Non, je plaisante, mais c'est-à-dire que ça dépend ce sont des examens qu'on dit opérateurs dépendants. Donc, ça dépend de l'expérience, ça dépend de la qualité de l'appareillage. Il faut avoir un bon appareil d'écho-Doppler. Mais si vous avez un bon opérateur, un bon appareil, vous faites l'examen dans le diagnostic dans 90 à 95% des cas. Alors, avant, on faisait la phlébographie, c'est l'examen de référence, mais c'est très compliqué, on ne fait plus de phlébographie. On peut également doser les dédimères, mais on verra tout à l'heure que les dédimères, on les utilise surtout dans le diagnostic des embolies pulmonaires. Mais on peut demander des dédimères dans les thromboses veineuses. Donc voilà, on a fait le diagnostic clinique, on a fait le diagnostic, on a confirmé le diagnostic par l'écho-Doppler. Après, on va rechercher des formes, on va rechercher les formes cliniques. Les formes cliniques. Alors, les formes cliniques, vous avez des formes récidivantes. Dans la majorité des cas, on fait une thrombose veineuse et puis on la traite et puis mais vous avez des cas où les patients font un premier épisode de thrombose veineuse, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, à ce moment-là, on va parler de thrombose veineuse récidivante. C'est dans ces formes-là de thrombose veineuse récidivante qu'on va demander des examens complémentaires pour le diagnostic étiologique. D'accord? Ce sont des examens qu'on fait pour avoir une étiologie précise. Une autre condition, lorsque vous avez par exemple une thrombose veineuse qui est très importante, qui touche au situé, etc., il faut demander des examens complémentaires. Est-ce que c'est une néoplasie dont on n'a pas fait le diagnostic? Est-ce que c'est un déficit? C'est ce qu'on appelle des bilans étiologiques de deuxième intention. On ne les fait pas lorsque la cause est évidente. Si vous avez une thrombose veineuse liée à la grossesse ou du postpartum, on ne va pas demander de bilan étiologique. La cause est évidente. Mais à chaque fois que la cause n'est pas évidente, si vous avez quelqu'un qui a été plâtré, qui fait une thrombose veineuse, c'est banal, donc on ne va pas faire de recherche étiologique. Par contre, lorsque la cause n'est pas évidente, ou lorsque ce sont des thromboses veineuses récidivantes, on va demander des facteurs, des examens complémentaires de deuxième intention. On peut parfois avoir la surprise de découvrir une néoplasie qui était méconnue.
qui était méconnu. Alors, vous avez une autre forme clinique. Une autre forme clinique, ce sont les formes topographiques. C'est très important. Donc, on distingue deux types de thromboses veineuses profondes. On distingue les thromboses veineuses profondes distales et les thromboses veineuses proximales. La limite, elle est où? C'est la veine poplitée. Les thromboses veineuses jambières, elles sont dites thromboses veineuses distales. Et vous avez les thromboses veineuses au-dessus de la veine poplitée, ce sont les thromboses veineuses proximales. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on sait que le risque d'embolie pulmonaire est d'autant plus élevé que la thrombose est haut située. C'est-à-dire que si vous avez une thrombose veineuse iliaque, le risque d'embolie pulmonaire est pratiquement de 50%. Si vous avez une thrombose veineuse jambière, il y a un risque d'embolie pulmonaire, mais ce risque est faible, 3, 4, 5%. D'accord? Donc, il faut très, très bien retenir le risque de faire une embolie pulmonaire existe devant toute thrombose veineuse, mais il est d'autant plus élevé que la thrombose veineuse est haut située. Plus on s'élève, plus le risque augmente. Ça, c'est très important. Vous avez également les formes topographiques. Vous avez aussi d'autres formes cliniques. Ce sont des formes, par exemple, associées à une atteinte artérielle. C'est la thrombose bleue, la phlébite bleue. C'est exceptionnel. Vous en verrez pas. Vous en verrez pas excellent. On en voit exceptionnellement, donc il ne faut pas vous encombrer l'esprit avec ça. Retenez les formes récidivantes, les formes topographiques, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel? Bien sûr qu'il y a un diagnostic différentiel, mais c'est rare. En général, c'est le principal diagnostic différentiel, c'est quoi? C'est les résipelles, la lymphangite. Ça, c'est vrai. Parfois, chez des sujets, on a du mal à savoir le membre est chaud, rouge. Est-ce que c'est un érysipèle? Est-ce que c'est une thrombose veineuse? En général, l'aspect clinique est suffisamment évocateur en faveur de l'érysipèle. Vraiment, la température est très élevée, on a des fièvres à 39-40, alors que dans la thrombose veineuse, les signes généraux sont peu importants. Vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas ou alors un fébricule. Par contre, dans les érysipèles, c'est plus important. Vous avez les ruptures de kystes poplités, mais c'est rare, ce sont des éventuels rares. Et de toute façon, dans toutes ces situations, l'écho-Doppler est nécessaire. Et très vite, si c'est une rupture d'un kyste poplité, on va le voir très rapidement. Le diagnostic est très facile, même un médecin qui n'a pas beaucoup d'expérience va le faire. Alors, les complications des thromboses veineuses, il y en a deux. Alors, il y en a une, elle est immédiate, dramatique, qui met en jeu le pronostic vital, c'est l'embolie pulmonaire. Et puis, il y en a une deuxième, c'est ce qu'on appelle la maladie post-phlébitique. C'est quoi? C'est que normalement, vous faites une thrombose veineuse, vous traitez, le membre revient à la normale. Après le traitement, le membre devient comme il était avant. Et ben, dans un certain nombre de cas, et le membre reste augmenté de volume. Il reste augmenté. Alors parfois ça peut se voir même quelques mois ou même une année, 2 années après, le membre est gros, etc. La peau devient luisante. Elle change de couleur, on appelle ça la dermite ocre. Et à ce moment-là, ça met pas en jeu le pronostic vital, mais le malade est embêté parce que ça peut se compliquer, ça peut donner des ulcères variqueux, ça peut donner c'est l'un des mécanismes d'ailleurs des varices, ce qu'on appelle des varices, ces thromboses veineuses comme ça c'est un des mécanismes des varices superficielles. Bon, c'est embêtant à traiter parce que ça met très longtemps à guérir, ça empoisonne la vie des patients, mais ça ne met pas en jeu le pronostic vital. Alors, l'embolie pulmonaire, on va en parler plus en détail. Maintenant, une fois que vous avez fait le diagnostic, vous avez éliminé, vous avez fait votre enquête, et ben il faut traiter. Alors, comment traiter une thrombose veineuse? C'est un traitement qui c'est rapide, urgent. Pourquoi? Pour prévenir justement l'embolie pulmonaire. Donc, alors, comment on va traiter? Il faut traiter, c'est une thrombose, donc on va traiter il faut mettre des anticoagulants. Quel type d'anticoagulants? Il faut agir rapidement, donc on va utiliser des anticoagulants d'action rapide. Donc, on a le choix entre l'héparine non fractionnée ou les héparines à bas poids moléculaire. Les deux sont valables. Mais pour les héparines non fractionnées,
leur gestion est difficile. Il faut avoir des tests de coagulation globale, etc. Par contre, pour les héparines à bas poids moléculaire, les HPPM, elles ont beaucoup d'avantages sur l'héparine non fractionnée puisque leur demi-vie est plus longue, la dose-réponse est plus prédictive, et puis surtout, il n'y a pas besoin de faire des tests. Il n'y a pas besoin de surveiller la coagulation. Le seul examen qu'on fait, c'est de faire faut vérifier le taux de plaquettes. C'est tout. Il faut vérifier, lorsqu'il n'y a pas le taux de plaquettes est normal, on peut donner des héparines à bas poids moléculaire. Très rapidement, il faut associer à ces héparines de bas poids moléculaire un antivitamine K, un anticoagulant par voie orale. Un anticoagulant par voie orale. Pourquoi? Parce que ça va être un traitement long. Les HPPM, dès que l'INR est compris, atteint sa valeur cible, c'est-à-dire entre 2 et 3, on arrête on appelle 7 jours du traitement par les antivitamines K. Eh bien, ça dépend de l'étiologie. La durée du traitement va dépendre de l'étiologie. Si vous avez l'étiologie vous avez par exemple un déficit en protéine S et que le patient fait des thromboses veineuses à répétition, eh bien, le traitement, vous allez le faire au long cours. C'est un traitement anticoagulant à vie. Si au contraire, c'est une femme qui a accouché, qui a fait une thrombose veineuse, et si l'étiologie est évidente, etc., vous allez donner un traitement court, des antivitamines K, 3 mois après, ça y est, vous arrêtez le traitement. Si cette thrombose veineuse est compliquée d'embolie pulmonaire, le traitement va être plus long, de 3 à 6 mois. Donc, vous voyez que la durée du traitement va dépendre essentiellement de l'étiologie, mais aussi des complications éventuelles. N'a plus de limite de temps. Cette conférence n'a plus de limite de temps. D'accord. Après, les autres traitements, ça c'est très important, il faut une contention élastique par les bas. Pourquoi? C'est pour éviter justement la maladie post-phlébétique. Dès qu'on fait le diagnostic, il faut qu'il y ait une contention élastique du membre inférieur pour éviter qu'il y ait la maladie post-phlébétique. Il y a d'autres traitements, hein, l'interruption de la veine cave inférieure, et ça c'est exceptionnel. Les fibrinotiques, jamais, pas d'indication dans les thromboses veineuses, jamais. Alors ça, c'était le traitement curatif de la thrombose veineuse. Mais depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y avait un certain nombre de conditions qui laissaient prévoir la survenue de thrombose veineuse, une immobilisation prolongée, un plâtre. Donc, il y a un certain nombre de conditions dans lesquelles on peut éviter la survenue d'une thrombose veineuse. Et donc, on peut le faire maintenant en utilisant des héparines à bas poids moléculaire, non pas à visée curative, mais à visée préventive. Donc, à chaque fois qu'on se dit, tiens, ce patient il risque de nous faire une thrombose, voilà, par exemple, un patient qui doit faire une chirurgie de la hanche, etc., on sait qu'il est à haut risque de faire une thrombose veineuse, donc on va donner une héparine à bas poids moléculaire, le temps de passer ce cap un peu difficile. Ça, c'est le traitement. Maintenant, je vous ai parlé des antivitamines K. Je vous ai dit qu'on peut utiliser des antivitamines K. Vous savez que sur le marché sont apparus maintenant qu'on appelle des anticoagulants directs. Des anticoagulants directs. Pourquoi? Parce que l'inconvénient d'utiliser des antivitamines K, c'est qu'on doit régulièrement, tous les 15 jours, tous les 20 jours, s'assurer que l'INR est bien compris entre 2 et 3. Les anticoagulants directs sont maintenant des molécules qui s'affranchissent de cette contrainte, c'est-à-dire que vérifier donc on peut les utiliser de façon tout à fait sûre. Ils sont aussi efficaces que les antivitamines K, sans l'inconvénient de doser régulièrement l'INR. Le seul souci, c'est que pour le moment, en Algérie, ces médicaments ne sont pas remboursés, ils coûtent cher. Et donc, c'est une discussion entre le patient et le médecin pour savoir si le patient est prêt à acheter régulièrement, parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas remboursés pour le moment. Peut-être qu'un jour, ils seront remboursés. Voilà, ça, c'était la partie thrombose veineuse. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer, je pense, un message. Non?
La partie traitement n'était pas claire. Pardon? Ah, il demande l'INR. Alors, qui est l'étudiant qui a demandé l'INR? Qui c'est l'étudiant qui a demandé qu'est-ce que c'est l'INR? Mira, mademoiselle ou madame? Mademoiselle Chitouah. Est-ce qu'elle m'entend, le docteur, l'étudiante Chitouah? Hein? Est-ce qu'elle m'entend? Amira? Oui, oui, j'entends. Son micro est bas. Mais en tout cas, bon, il faut quand même c'est international, ratio. C'est quoi l'INR? Le principe, c'est quoi? Je pense que tout le monde, vous avez fait le cours sur les antivitamines K, vous avez fait l'INR, on vous en a parlé longuement. C'est-à-dire que avant, on faisait le taux de prothrombine. Quand on faisait le taux de thromboplastine, on utilisait des réactifs. Et donc, en fonction du réactif, on avait des résultats différents. Maintenant, en utilisant cette méthode, on a standardisé la mesure, on a standardisé la mesure. Donc, quel que soit le réactif que vous utilisez, le résultat est indépendant du réactif. Voilà. Et donc, vous pouvez faire cet examen à Alger, en Chine, à San Francisco, c'est le même. Donc, on s'est affranchi de la contrainte du type de réactif. C'est une standardisation de ce dosage. Donc, c'est international. L'INR, on a le résultat qui est le même, quel que soit l'endroit où on se trouve. Bon, alors, maintenant, on va passer sur la deuxième partie. La deuxième partie du cours, c'est l'embolie pulmonaire. Alors, l'embolie pulmonaire, moi, je vous avertis tout de suite, il faut bien écouter parce qu'il ne faut pas… voilà, les objectifs, ils sont clairs. C'est comment faire le diagnostic clinique de l'embolie pulmonaire, quels sont les examens complémentaires que l'on doit faire devant une embolie pulmonaire, et puis savoir mettre en route les traitements, les différentes thérapies. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est l'embolie pulmonaire. Donc, le point de départ d'une embolie, 95%, 99% des embolies pulmonaires sont des embolies fibrino-chlorhydriques. On est bien d'accord. Dans 1% ou moins de 1% des cas, on a des embolies pulmonaires d'une autre étiologie, gazeuses ou graisseuses, mais ça, vous en verrez probablement jamais, sauf ceux qui feront peut-être réanimation. Vous ne verrez jamais d'embolie pulmonaire gazeuse, sauf c'est les gens qui font de la plongée ou qui font chez les polytraumatisés, on peut trouver des embolies graisseuses. Donc, dans 99% des cas, l'embolie pulmonaire est une embolie pulmonaire fibrino-chlorhydrique, dont le point de départ est une thrombose veineuse. Voilà. Une fois que vous avez bien ça en tête, il faut comprendre une deuxième chose. Donc, au départ, c'est une thrombose veineuse. Pour une raison ou une autre, le thrombus, en totalité ou une partie de ce thrombus, va se détacher et va remonter. Et donc, le trajet, c'est quoi? Veine périphérique du membre inférieur, il va remonter, veine iliaque, veine cave, oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire. La caractéristique de la circulation pulmonaire, c'est quoi? C'est que c'est une circulation qui est systématisée et de type segmentaire. C'est-à-dire que le poumon droit est vascularisé par l'artère pulmonaire droite, le poumon gauche est vascularisé par l'artère pulmonaire gauche. À l'intérieur du poumon, vous avez une segmentation, vous avez des lobes. À l'intérieur des lobes, vous avez des segments. Et bien, la circulation pulmonaire, elle suit exactement cette segmentation pulmonaire. C'est-à-dire que vous avez des artères, l'artère pulmonaire gauche, elle va se segmenter en artère lobaire supérieure, artère lobaire inférieure. Pour le lobe droit, le poumon droit, vous avez 3 lobes, donc ensuite vous avez la segmentation. Donc, le thrombus, qui est parti d'une veine jambière ou d'une veine poplitée ou d'une veine fémorale, il va s'arrêter où? Eh bien, il va s'arrêter, il va choisir, il arrive entre l'artère, il va passer à droite ou à gauche. Eh bien, il passe à droite, par exemple. Il va s'arrêter là où son diamètre ne lui permet plus d'avancer.
OK? Donc, les tableaux cliniques de l'embolie pulmonaire. Vous n'avez pas un tableau clinique d'embolie pulmonaire. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, mais Allô, oui, allô? Oui? on a compris la moitié. Allô? Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? OK. Alors, je continue. Donc, c'est très important de comprendre ça. Il n'y a pas de tableau clinique spécifique à l'embolie pulmonaire. Il y a une multitude de tableaux cliniques. Ça dépend de la taille du thrombus et là où il s'est arrêté. Vous pouvez avoir un tableau clinique. Vous pouvez avoir un tableau clinique qui se résume en quoi? À une mort subite. La mort subite fait partie, c'est un des tableaux cliniques de l'embolie pulmonaire. C'est ce qu'on appelle les embolies pulmonaires massives, rapidement mortelles. D'ailleurs, dans les étiologies des morts subites, vous avez l'embolie pulmonaire. C'est quoi? Je vous donne un exemple. C'est par exemple une femme qui vient d'accoucher, tout s'est très bien passé, puis hop, un jour ou 2 jours après, on la trouve morte, elle meurt subitement. Ben, c'est une embolie pulmonaire massive. C'est une embolie pulmonaire. Un autre exemple, quelqu'un a un plâtre, ça se passe bien, il est sous-plâtré, puis tout d'un coup, il meurt, on ne sait pas pourquoi il décède. C'est une embolie pulmonaire massive, mortelle. Donc, le tableau clinique, ça peut être tout simple. Dans quel cas on voit ça? Ce sont les très gros thrombus qui s'arrêtent à quel niveau? Au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Ils s'arrêtent là. À ce moment-là, la vie est impossible. Deuxième tableau clinique, allez à l'autre extrémité de ces tableaux cliniques innombrables. Vous avez, par exemple, un thrombus qui fait 1 millimètre. Il va s'arrêter où? Il va s'arrêter au niveau d'une artériole pulmonaire, d'une toute petite artère pulmonaire. Le tableau clinique, il n'y aura pas. C'est un point de côté. Quand vous avez de temps en temps des points de côté, eh ben peut-être parfois c'est peut-être des petites embolies pulmonaires, mais ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de conséquences. Je vous rappellerai quand même que le poumon, il sert à quoi, le poumon? Vous savez à quoi sert un poumon? Il sert à respirer. Et la respiration, elle sert aussi à l'oxygénation du sang. Je vous prie de vous enregistrer avant de manger. D'accord, donc retenez bien une chose. Le tableau clinique de l'embolie, il n'y a pas un tableau clinique, mais il y a plusieurs tableaux cliniques. Donc, comment faire le diagnostic? Nous qui recevons, il y a des signes. Quels sont les signes fonctionnels qui amènent le patient à consulter? Il y a 2 signes. C'est une dyspnée aiguë ou une douleur thoracique aiguë, mais principalement une dyspnée aiguë. Quelqu'un qui, tout d'un coup, vous dit « Ah, docteur, j'ai du mal à respirer ». Il va aux urgences parce qu'il a du mal à respirer. Le médecin qui va le recevoir, évidemment, va faire de la médecine. Il va l'interroger, depuis quand, etc., etc. Si quelqu'un lui dit, voilà, non, j'ai rien de spécial, je me sens parfaitement bien, mais bon, il y a 15 jours, je me suis fait opérer d'une vésicule biliaire. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé, etc. Mais là, depuis hier, je respire mal. Le bon médecin qui va recevoir ce patient, il va faire le lien entre l'intervention pour la lithiase vésiculaire, parce qu'il se dit, ah, il y a eu traumatisme chirurgical, il y a eu alitement, peut-être qu'il a fait une thrombose veineuse, et voilà la complication. C'est possible. Deuxième exemple, toujours l'exemple de la femme enceinte, ou un autre exemple, quelqu'un a une maladie de B7. On sait que dans la maladie de B7, il y a très souvent des thromboses veineuses. Il vient vous voir et vous dit, mais docteur, moi j'ai une maladie de B7, ça se passe très très bien, mais là, depuis quelques jours, je respire mal. Le bon médecin que vous êtes, vous allez vous dire quoi? Ah, maladie de B7, dyspnée. Et c'est peut-être une embolie pulmonaire. Troisième exemple, quelqu'un qui est suivi il fait de la radiothérapie, etc. Il est suivi pour un cancer, etc. Et puis tout d'un coup, il vous dit non, ça va bien, sur le plan du cancer, ça va bien. Mais là, depuis quelques jours, j'ai mal un peu à la poitrine, j'ai des douleurs, je respire mal. Les bons docteurs que vous êtes, eh ben, ils vont dire, ah, cancer, peut-être que vous allez peut-être vous rappeler de ce cours et vous allez dire, tiens,
ah, peut-être que c'est une embolie pulmonaire. Donc, vous voyez, il n'y a pas de tableau clinique typique de l'embolie pulmonaire. Il y a un contexte, et vous allez examiner, vous allez éliminer une pleurésie, quand il y a quelqu'un qui a une dyspnée, il y a d'autres causes, hein. Il y a d'autres causes. Mais quand vous ne trouvez pas de cause, c'est pas une pneumopathie, c'est pas un épanchement pleural, c'est pas une douleur thoracique. Je vais prendre quelqu'un qui vient voir une douleur thoracique. Vous faites le CG, c'est pas un infarctus. Si c'est pas un infarctus, c'est peut-être une embolie pulmonaire. Mais vous allez vous rappeler que l'embolie pulmonaire, elle survient dans un contexte particulier, le contexte étiologique particulier. Bien sûr, il y aura des cas où ce sera très difficile parce qu'il n'y a pas de contexte dans des formes idiopathiques. Il y a des gens qui feront des embolies pulmonaires parce que ils n'ont pas fait thrombose, on n'a pas de thrombose veineuse. Ça devient difficile. Mais de toute façon, dès que vous suspectez une embolie pulmonaire, il faut faire bien sûr un ECG. Les signes électrocardiographiques ne sont pas spécifiques. Ne sont pas spécifiques, les signes électrocardiographiques. Parfois, on trouve des signes, l'aspect S1Q3, le bloc incomplet droit, les ondes de T négatives en V1, V2, V3, mais ce ne sont pas des signes spécifiques. Ce ne sont pas des signes spécifiques et donc, vous ne pouvez pas, sur ces critères, dire voilà, c'est une embolie pulmonaire ou pas. Ce sont des signes qui peuvent exister ou qui peuvent ne pas exister. D'accord? La radiologie, parfois vous avez des signes cliniques, vous avez des signes typiques en radiologie, l'infarctus pulmonaire, triangulaire, l'infarctus de Leinecke. Parfois vous avez un téléthorax normal. L'échocardiographie, parfois vous allez trouver des signes, parfois vous n'allez pas trouver. Donc c'est pas sur ça. La méthode moderne maintenant pour faire le diagnostic, c'est que dès que vous pensez à une embolie pulmonaire, il faudra faire quoi? On va utiliser un test qui a tout transformé. Ce sont les D-dimères. Qu'est-ce que c'est les D-dimères? Ce sont des produits de dégradation de la fibrine. Produits de dégradation de la fibrine. À chaque fois que vous avez de la fibrine quelque part dans votre organisme, eh ben vous avez des D-dimères positifs. Donc c'est un signe. Lorsqu'il est positif, lorsque les D-dimères sont positifs, vous dites ah c'est possible, c'est peut-être. Lorsque c'est négatif, vous pouvez être à peu près sûr que ce n'est pas une embolie pulmonaire. Sauf lorsque le contexte clinique est très évocateur en faveur d'une embolie pulmonaire. Mais en général, dans les cas classiques, lorsque les D-dimères sont négatifs, vous pouvez être tranquille, dans 90% des cas, ça n'est pas une embolie pulmonaire. C'est ce qu'on appelle la valeur prédictive négative. Les D-dimères ont une excellente valeur prédictive négative. Mais lorsque c'est positif, vous ne pouvez pas dire peut-être que c'est une embolie pulmonaire, peut-être que non. Il faut pousser les investigations. À ce moment-là, lorsque vous avez des D-dimères positifs, on a deux examens pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Vous avez le scanner, l'angioscanner des artères pulmonaires. Ce sont des scanners à balayage rapide qui permettent de reconstituer l'arbre artériel pulmonaire, des scanners modernes. Et vous avez la scintigraphie de ventilation-perfusion qui va le montrer un défaut de ventilation et un défaut de perfusion. Donc, puisque l'embolie pulmonaire, elle va entraîner à la fois un trouble de la ventilation et de la perfusion. Alors, pour faire une scintigraphie pulmonaire, c'est très compliqué. Il y a pas, par contre, les scanners, il y en a partout en Algérie. Donc, l'examen essentiel que l'on utilise, c'est l'angioscanner des artères pulmonaires. L'angioscanner des artères. Donc, à chaque fois que vous avez une suspicion clinique d'embolie pulmonaire, clinique, je dis bien clinique, une suspicion clinique, vous avez des D-dimères qui sont positifs, vous faites l'angioscanner. Et l'angioscanner vous dira, il n'y a pas d'embolie pulmonaire ou il y a une embolie pulmonaire. La sensibilité du scanner sera d'autant plus importante que l'embolie pulmonaire sera importante et proximale. Maintenant, si vous avez une embolie pulmonaire très distale, etc., peut-être que le scanner ne verra pas. Mais de toute façon, ça n'est pas grave. Donc, retenez bien. Examen, interrogatoire, contexte clinique, deux signes capitaux, c'est la dyspnée aiguë, la douleur thoracique. Ce sont les signes d'appel de l'embolie pulmonaire. C'est ça qui amène le malade à consulter. Ce sont les deux signes. La dyspnée d'installation rapide et puis un peu moins la douleur thoracique. Vous faites votre examen. Dès que vous avez une probabilité clinique,
vous dites, ah, faut que je confirme. Vous faites les dédimères positives. Vous continuez, vous demandez un angioscanner, dédimères négatives, vous rassurez le patient, vous dites, c'est bon, sauf si il y a une très forte probabilité. À ce moment-là, on demande quand même l'angioscanner. Vous faites l'angioscanner de deux choses l'une. Ou il est négatif, vous êtes tranquille, vous rassurez votre patient, il faut chercher une autre cause à la dyspnée. Il faut trouver une autre explication. C'est une embolie pulmonaire, eh ben, vous allez confirmer votre diagnostic et à ce moment-là, on fait une autre étape. Ce sont les critères de sévérité. Vous allez dire, bon, c'est une embolie pulmonaire, j'ai confirmé le diagnostic, mais à ce moment-là, est-ce que c'est une embolie pulmonaire grave, modérée ou mineure? Est-ce qu'elle est grave ou modérée? On va utiliser des critères. On va utiliser des critères qui sont sur Internet, qui sont partout, qui vous permettent de définir la gravité de l'embolie pulmonaire. Vous avez des scores qui vous définissent la gravité de l'embolie. Ces scores, ils ont une valeur quoi? Ces scores de sévérité, ils servent à deux choses. D'abord à dire à votre patient qu'est-ce qu'il risque, et puis surtout ils servent à une chose, c'est de choisir le lieu où vous allez hospitaliser le patient. Si c'est une forme grave, vous allez l'hospitaliser dans une unité de soins intensifs. Si c'est une forme modérée, vous allez l'hospitaliser. Vous comprenez donc, ces critères, ces scores vont vous permettre d'abord pour vous de mesurer la gravité, d'évaluer la gravité et surtout de choisir le lieu et la thérapeutique. Le lieu et la thérapeutique que vous allez administrer. D'accord? Donc, c'est très important d'utiliser. Vous avez deux types de scores. Vous avez des scores qui vous permettent de faire le diagnostic. Bon, ça aussi, et on ne peut pas les retenir. Il faut afficher ça dans les centres de garde, etc. Et vous avez des scores. Vous avez des scores également de sévérité. Mais vous retenez quand même que c'est quand même l'approche clinique qui est très importante. C'est vous qui allez, ces scores vous servent, ce sont des aides. Mais le véritable travail, c'est le médecin qui le fait. Il faut interroger, il faut examiner, il faut interpréter, c'est vous. Le vrai boulot, c'est vous. Les scores, c'est bien, ce sont des aides à la prise de décision, des aides, mais l'essentiel, c'est vous. Alors, une fois que vous avez diagnostiqué, confirmé votre traitement, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste à traiter. Alors, le traitement, c'est quoi? Le traitement, il y a des buts du traitement, c'est quoi? C'est d'éviter, en fonction de la gravité du patient. Si c'est une forme grave, si le malade est en état de choc, vous allez hospitaliser le malade en unité de soins intensifs, vous allez donner rapidement traiter l'état de choc, etc. S'il n'y a pas si le malade est sans état de choc, mais il a une insuffisance cardiaque droite, vous allez traiter l'insuffisance cardiaque droite. Si maintenant le malade n'est pas en état de choc, n'a pas d'insuffisance cardiaque droite, l'objectif du traitement, c'est quoi? C'est maintenant d'éviter l'extension et de favoriser la lyse du caillou. Favoriser la lyse. Donc, il y a deux actions, deux aspects dans le traitement. Vous avez le traitement des complications de la sévérité de l'embolie pulmonaire, donc l'état de choc, etc. Donc ça, c'est ça la priorité. Et puis, vous avez le traitement vis-à-vis du caillot lui-même, du thrombus lui-même. Alors, dans les formes graves, évidemment que dans les formes en état de choc, etc., on va essayer de liser très rapidement le thrombus. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à utiliser des fibrinolytiques. C'est l'indication des fibrinolytiques dans les formes très graves où le pronostic vital est en jeu. Dans les autres formes où il n'y a pas de risque vital, on va utiliser tout simplement un anticoagulant, puisqu'on est en face d'un thrombus. Cet anticoagulant, dans ce cas, toujours la même chose, on a des anticoagulants qui doivent être d'action rapide. Vous avez les héparines non fractionnées et les HPPA. Là aussi, dans l'embolie pulmonaire, c'est la même efficacité. Sauf dans les formes un peu plus sévères où on a
plutôt tendance à donner de l'héparine non fractionnée à la seringue électrique externe. Bon, mais ça, pour vous, il ne faut pas trop rentrer dans ces détails. L'essentiel, vous retenez ça. En fonction de la gravité, vous allez choisir, la thérapeutique va dépendre de la sévérité du tableau clinique. Là aussi, dans les formes modérées, on va donner des héparines à vapeur moléculaire. Il y en a plusieurs types, hein. Il y a plusieurs types d'héparines à vapeur moléculaire. Il y en a qu'on administre 2 fois par jour, il y en a qui s'administrent 2 fois par jour. Bon, ça, c'est des détails. Et très rapidement, vous allez prendre le relais, là également, par un anticoagulant par voie orale. Là aussi, on a le choix, soit un anticoagulant par voie classique, le Sympron, soit les nouveaux anticoagulants. D'accord? Pardon, excusez-moi, une seconde, hein. Allô? Oui? Oui? Allô? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Alors oui, il y a des formes particulières, il y a des formes dans le traitement, mais bon, ça, je ne veux pas trop rentrer. Vous avez ça sur le Polycop. Évidemment, ça dépendra du patient, si le patient est cancéreux, on ne va pas donner des antibiotiques parce que le risque hémorragique est très important, donc on va donner. Je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, alors, pardon? Alors ça aussi, rapidement, mesdames, messieurs les étudiants, les veines, c'est les veines, les artères, c'est les veines. Ça n'est pas la même chose. La thrombose artérielle, les mécanismes qui conduisent à une thrombose artérielle et les mécanismes qui conduisent à une thrombose veineuse ne sont pas les mêmes. La paroi, l'endothélium de la veine et l'endothélium de la paroi artérielle, ce sont 2 endothéliums différents. C'est totalement différent. La pathologie veineuse et la pathologie artérielle obéissent à des choses différentes. Les endothéliums ne sont plus le même, le fluide est le même, mais la paroi, vous savez que la paroi, c'est un couple, sans et l'endothélium. Il y a une interaction extraordinaire entre la paroi endothéliale. La paroi endothéliale libère des substances, le sang, c'est très compliqué. Mais, s'il vous plaît, l'artère, c'est l'artère, la veine, c'est la veine. Ça n'a rien à voir. La thrombose artérielle, c'est une autre pathologie. La thrombose veineuse, c'est une autre pathologie. Ah oui. Alors, très bonne question. Quelqu'un pose la question, comment un état de choc dans l'embolie pulmonaire massive? Si vous avez un gros thrombus qui se bloque au niveau du tronc de l'artère pulmonaire ou au niveau d'une artère pulmonaire, d'une artère pulmonaire, ça correspond à quoi? C'est comme si on enlevait les 2 poumons. C'est comme si on enlevait à quelqu'un les 2 poumons. Bien sûr qu'il va y avoir un état de choc. Autre chose, une autre explication. Si vous enlevez brutalement un poumon, à quelqu'un, il lui manque un poumon. Le poumon, il sert à respirer. Je vous disais tout à l'heure, il sert à respirer. Donc, l'état de choc est indiscutable. Alors après, sur le plan physiopathologique, on peut considérer que l'embolie pulmonaire, c'est quoi? C'est une augmentation brutale. C'est une augmentation brutale de la pression artérielle pulmonaire. C'est une augmentation brutale de la pression. On peut considérer aussi que c'est une augmentation brutale de la post-charge du ventricule droit.
Donc le ventricule droit, brutalement, il se retrouve face à un obstacle. Ça va retentir sur quoi? Ça va retentir en amont. Ça va retentir en amont. Et à ce moment-là, vous allez avoir une insuffisance coronaire fonctionnelle, vous allez avoir un tas de dysfonctionnements, et donc voilà. D'accord? Très très bien. Ben, écoutez, je crois qu'on va arrêter là parce que la communication s'est arrêtée. Ça va s'arrêter. Ben, je vous remercie et puis voilà. Et bien sûr que le symptôme paradoxal, il a un rôle. Bien sûr qu'il a un rôle dans l'état de choc, puisqu'il va entraîner un asynchronisme complet. Bien sûr. Très, très bien. On est obligé de s'arrêter parce que on est limité par le temps. Et voilà, j'allais dire saha pour et rejoignez vos services, s'il vous plaît. La médecine, c'est au lit du malade. D'accord, allez, au revoir, merci.